Salut à tous, ce matin, pour vous, enfin moi c'est un soir, il fait déjà presque nuit, on va parler du Coralie Skater grâce à ProJoyTech et RC Jam Jam. Parce que RC Jam Jam, eh ben, c'est aussi le garage. On m'a dit ouais toi t'es bien, toi, dernièrement t'as refait des trucs fun tech parce que c'est français, mais et les Belges là, comment ça se passe on a dit Coralie, quand il y aura des améliorations, on en recauserait. Et donc, les voilà. Coralie de retour avec une nouvelle gamme en 2022, donc le Skater, le Chronos XR et d'autres. Les autres ne m'intéressent pas. Pourquoi? Parce que les plastiques, c'est toujours pas encore ça. On le voit très nettement sur les vidéos. Comme je l'ai dit, je vais pas, cette année, comme l'année dernière, choper les nouveautés et ensuite découvrir. Je vais laisser faire les autres. Et ensuite, au bout de 3 mois, 6 mois, quand ils ont bien essayé, quand on aura vu la réalité des choses, on se penchera dessus si ça nous intéresse. Et c'est le cas de ce skater. Pourquoi? Très bon choix d'être parti évidemment sur un buggy parce que c'est compact. Les bras sont courts, donc même si le plastique qui souffre sur la version plus longue, comme le Chronos et autres, n'est pas de meilleure qualité, comme les bras sont plus courts, il y a moins d'efforts de levier dessus, donc moins de risque de casser. L'engin est aussi globalement beaucoup plus léger. Normalement, le buggy fait à peu près 4 kg, entre 3,5 et 4 kg, donc ça se passe bien. Les diffs Coralie ont fait leur preuve, ça c'est bon. Ils ont amélioré la transmission, parce que V1 ça allait pas, V2 c'était mieux, et là ils ont encore amélioré la chose, on va voir ça ensemble. Le look, t'aimes ou pas? Alors, moi j'aime bien le gabarit que ça lui donne, ce buggy 1.8 avec des roues de MT à déport. La Caro, ça c'est toujours le truc, je ne sais pas qui est le designer chez Coralie, mais c'est étrange. Je ne sais pas s'il a demandé à ses enfants, mais j'ai encore trouvé personne qui m'a dit que cette Caro est chouette. Donc c'est assez inquiétant quand même. Le plus bizarre, ce sont les vitres qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il y a sur le véhicule en fait. Mais bon, il y a bien des gens à qui ça va plaire. Après, un carreau, ça se change facilement. Coralie aussi nous a montré que niveau pneus, à part maintenant les pneus qui étaient sur le jambon et le Punisher, on était content avec les pneus. Les pneus du Chronos sont franchement sympas pour faire les stunts. La résistance aussi, j'étais largement content avec. Tout ça, ça va bien. Ils ont modifié aussi les étagements parce qu'il y avait quelques soucis au démarrage. Là, c'est un 4S. Donc ils ont décidé, ils auraient pu mettre 6S puisque c'est la base du buggy 6S, mais ils sont restés en 4 et sont restés sur une puissance raisonnable, 75 km/h, c'est tout à fait plausible. Alors, dans un buggy, ça va y aller bien parce que 3,5 à 4 kg. Là, quand même, avec, genre, on va voir ce que pèsent les roues en plus par rapport à des roues de buggy. Ça va être plus lourd, mais pas tant que ça pour justifier le fait que cet engin arrive quasiment fini avec la batterie à 5 kg. Quand même le poids d'un Truggy 1.8, le Serpent, le Truggy qui est là en bas, 4,7 kg avec la batterie. Hein. Donc on est aussi lourd que le Truggy Serpent alors qu'on est sur un petit engin. Et ça vient de la qualité des aciers comme chez Arma et de la qualité des alus comme chez Arma, c'est pareil, ils ont pris du bas de gamme, donc ils ont mis plus épais, résultat, ben, c'est plus lourd. Ça fait le taf, tout va bien, mais voilà ce qui est, si cet engin faisait 1 kg de moins, aux impacts, ça lui ferait aussi beaucoup moins mal. On a toujours les mêmes amortisseurs, avec les tiges de 3,5 qui peuvent se plier ou casser, mais ils ont remplacé les pistons à l'intérieur. On a le diff central des dernières générations, donc avec le boîtier alu autour. Alors moi j'avais le standard, je n'ai pas eu de problème avec le standard, hein, il suffit. C'est sûr, si tu fais mouliner, tu crames. Moi, j'ai pas réussi à le faire cramer, donc voilà, certains ont réussi, donc ils ont quand même mis le truc alu. Les gros et énormes skid plates qui sont un peu trop encombrants à mon goût, vous allez voir ce véhicule, ça dépasse un petit peu en dessous, et on les a tous cassés très rapidement sur les gros 1.8. Maintenant là-dessus, comme il est plus léger, à voir ce que ça va donner. On a un cerveau qui fait une vingtaine de kilos, qui est de bonne qualité. Il y a eu quelques soucis sur les V1, elle a été rapidement remplacée, depuis plus de problème. Le cerveau prend 7,4 volts.
et donc aussi conséquemment rapide. Et le variateur peut être programmé en 7/4. On va voir d'ailleurs ce qui est programmé par défaut, si c'est d'office à 7/4 ou pas. Les radios, parce que à force que tout le monde leur dit quand même que les radios, non, elles sont pas bien, et ben ils ont écouté. Ils ont mis une Apsima CR2V2. Chez eux, ça s'appelle la Coralie CT2R. Mais c'est bien la Apsima. On a un trim de direction, trim de gaz, un dual rate de la direction, et malheureusement pas de bride des gaz. Ça, c'est un peu dommage quand même. Bon, elle est facile en main, elle est légère, qualité on la connaît, les boutons sont protégés, l'interrupteur aussi, donc pas d'allumage intempestif de la chose, et on a évidemment aussi les inversions. Tu as la possibilité de le charger à l'extérieur. Si tu as des batteries rechargeables, tu peux juste directement brancher ici ton chargeur. Alors, c'est pas obligé de mettre des NiMH rechargeables ou nickel cadmium, tu peux aussi mettre des petites batteries LiPo qui montent dedans et brancher ici ta prise jack sur un chargeur programmé en LiPo, évidemment. Tout ceci est possible. Dans cette machine, on a un Obiwing Max 10 et un moteur 4268 Obiwing aussi en 2150 kV qui prend 3 et 4S. Tout ceci est waterproof. Quand on dit waterproof, ça veut dire tu peux passer les flaques d'eau et rouler quand il pleut, mais ça ne veut pas dire évidemment reste dans l'eau, navigue. Ça, c'est sûr qu'à un moment, ça va coincer quand même. Ce qu'on n'avait pas aimé aussi du tout sur les V1, c'était les notices. Alors, on va voir maintenant ici. Aussi côté notice, ils ont fait un pas en avant. Donc tu as un petit tube d'antenne, un petit câble qui te sert à faire le lien entre la radio et le récepteur en cas de... Enfin, si tu achètes plusieurs véhicules et tu veux piloter une seule radio, il faut savoir que la radio peut avoir programmé plusieurs récepteurs dessus. Ou s'il y a quoi que ce soit qui bug et que tu es obligé de refaire le lien, et ben tu peux le faire. Donc on a une petite notice séparée de la radio. Ce qui permet aux constructeurs de passer, justement, tu vois là, s'ils avaient maintenant fait une seule notice avec la radio intégrée et tout, à partir du moment qu'ils changeaient de fournisseur de radio, ben, ils étaient obligés de recommencer toutes les notices. Là, du coup, tu as une petite notice séparée de fonctionnement de la radio et comment faire évoluer le véhicule avec cette radio. On a une notice grande et détaillée pour le variateur. La programmation et le neutre se fait donc ici avec l'interrupteur, enfin le petit bouton qui est à côté de l'interrupteur. Comme toujours chez Coralie, on a le plein mode de programmation du variateur Obiwing. Et par défaut, donc marche avant et arrière et frein. Le comptage des LiPo automatique. Alors vous en faites pas, c'est pas parce qu'il y a écrit vitesse que ça va à 8, c'est parce que les variateurs Obiwing, il en existe jusqu'à 8S, on espère bientôt 12. Le cut-off qui ne se fait pas par voltage, mais par palier. Donc bas, intermédiaire ou élevé, par défaut sur intermédiaire. Tu veux être tranquille, passe-le sur élevé. Par contre, si tu mets des lipos de mauvaise qualité, sur élevé, ça va couper très vite. Tu vas voir. Mais perso, je préfère vraiment rouler quelques minutes de moins que de descendre trop bas mes lipos. Après, c'est bien fiable. Ça détecte en fait la chute de voltage brutale. Quand le voltage chute de façon trop brutale, le variateur va couper. Quand tu as des lipos de très bonne qualité, tu peux aller sur low. Mais ça, genre, nous en loisir, on n'en a pas besoin. Les compétiteurs ont besoin de ça parce que ils ont des grosses consommations de courant, ils ont tant donné à faire et ils ne peuvent pas prendre le risque de ne pas d'échouer pour 100 ou 200 mètres. Hein, ou un demi-tour de l'arrivée coupé parce que le cut-off était trop tôt. Eux, ben, tant pis, pour la lipo, ils vont tirer plus bas, ils vont aller plus loin que ce que la lipo peut faire parce qu'il faut absolument tirer le reste du jeu. Aussi avec des rapports de transmission très élevés, ça t'arrive aussi évidemment. On a le variateur qui se met en sécurité tout seul à 105 degrés, laissez-le comme ça.
On peut faire la même chose pour le moteur s'il y avait un câble, mais il n'y a pas de câble, donc ça ne sert à rien. C'est pas sur ce... ce Vareta, on n'a même pas ce câble dessus, donc c'est assez marrant que cette fonction y soit quand même. On peut passer le bec de 6 à 7.4, par défaut vous avez vu il est sur 6, donc nous on la programmera évidemment tout de suite sur 7.4 puisque le cerveau peut sortir 7.4, autant profiter. La force de freinage par défaut à 50%, pardon à 75%, donc ça on verra encore à l'utilisation. Généralement ça va bien, entre 62 et 75%. La marche arrière à 50% par défaut, ça c'est cool aussi. La plupart des constructeurs mettent 25 parce que les gens sont un peu brutales de l'index pour pousser et ils vont trop brutalement marche arrière. Le problème c'est qu'à 25% marche arrière, généralement quand tu es coincé dans quelque chose, bah tu sors plus. La puissance de démarrage est sur 3, va de 1 à 5. Moins t'en mets, plus tu pars cool. C'est-à-dire t'as beau faire ça sur ta gâchette, il se passera pas tout de suite ça. L'engin va partir plus tranquille. Si tu mets 5, là par contre, si tu fais ça, tu mets toute la patate. Donc on va mettre sur 5 par exemple quand on va faire des figures libres. Là il te faut énormément de patates, tu es en l'air, tu lâches tes gaz, tu reprends, il faut que ça revienne tout de suite. Mais 3 est un très bon choix pour la plupart des véhicules pour l'utilisation courante. Je mets vraiment juste 5 sur les engins où je sais que je vais faire des figures libres. Sinon je suis entre 1 et 3. Sur la plupart du temps. Et le frein automatique pour ceux qui en ont besoin, donc là il est à 0, donc quand tu lâches les gaz tu es en roue libre. Si tu mets du frein automatique, quand tu lâches tes gaz, le véhicule va freiner de lui-même un minimum. Et voyons voir maintenant cette notice. Mais pendant qu'on va causer de notice, je vais quand même vous laisser jeter un oeil au véhicule. Hein. On va peut-être se mettre mon petit badi. Alors, nous allons enlever rapidement le doggy bag de la carrosserie. Voilà ce que ça donne. Alors des couleurs bien pétantes, un beau rouge comme j'aurais aimé avoir sur le RB10. On a une truffe sympa, un pare-choc qui a l'air bien massif, on aime bien. Le gros ski d'en bas. Ouais, pas encore, peut-être pas encore, Mani. Suspension non plus. Donc les vitres, effectivement, c'est plutôt bizarre. Hein. Ils ont mis des vitres de Truggy sur une carreau où la découpe est faite autrement. C'est ça, c'est étrange, mais bon. C'est un choix. Double rainurage derrière pour renforcer un peu au niveau bend, pour minimiser le risque de pliure ici. Une fausse rampe de LED là-devant. Sur les retournements, ça va se bouffer très vite. On aurait bien vu, évidemment, les protections en plastique sur le toit. La forme est quand même relativement arrondie, comme tu peux le constater, ce qui lui permettra de revenir plus facilement sur les roues en cas de gamelle, de tous les sens, hein, sur les côtés aussi, tu vois. On est arrondi par là, par là, par là. Manque pas grand chose à cette carreau pour qu'elle soit chouette en fait. Hein. Il faudrait juste vraiment que les vitres soient mieux faites. C'est pas si vilain. C'était plus moche en photo, je dois dire. On a quand même une forme bien marquée de pick-up. Ouais, t'as vu, je l'ai posé exprès, je laisse en haut sur les suspects et tout, parce qu'on va causer de la notice. Alors, cette notice, ouais, est bien mieux faite qu'avant. On t'explique où sont les éléments dans le véhicule, l'entretien des suspensions, l'accès au diff. Alors, l'accès méca, c'est une vidéo qu'on va pas refaire. Ça sera la même chose que sur le Chronos, avec quelques différences quand même, qu'on va expliquer. Mais à moins qu'on y casse quelque chose, ce qui m'étonnerait, sur ces diffs, on ne fera pas exprès l'accès méca. Mais on va causer de certaines choses, parce que on l'a vu sur le papier déjà, quand tu vois comment c'est construit, je vais t'expliquer tout à l'heure, tu vas comprendre ce que je veux te dire, que l'accès rapide dont on bénéficie sur toute la gamme, ici avec les quelque chose qu'ils ont mis en plus, n'est plus un accès rapide. Il y a même une chose très bizarre, vous allez voir. Enfin, moi je me suis posé la question tout de suite quand j'ai vu les images, et ça n'a pas loupé. On a vu ça chez German RC Playground, qui l'a démonté, il m'a confirmé, il m'a tout de suite mailé pour me dire « Oh mince, t'avais bien vu ». Alors,
On a du pignon module 1 et ils t'ont mis un petit tableau, donc couronne principale de 52 avec un pignon de 15, ça sort 56 km/h. Et par contre, en combien de S? C'est en 4S ça? Gear Forest, ouais, c'est écrit là. Mani, qu'est-ce que tu fais? Donc en 4S 56, ça a l'air avec le petit pignon de 11, là c'est un peu lent quand même. Pignon de 12, on passe à 61, pignon de 13, 66, pignon de 14, 71. Il faut mettre le pignon de 15 pour avoir la bonne vitesse. Et Factory, on a un 13, donc un petit 66. C'est pas très violent, c'est un peu comme le Max. De l'autre côté, c'est un engin avec un petit gabarit. Et moi, je pense que s'il tient ses promesses, ça sera pas un mauvais choix pour les débutants. Pour avoir un gabarit un peu plus gros qu'un Rival ou qu'un Granit. Mais sans avoir trop de puissance pour tout de suite aller démolir la bagnole. On a donc bien une vue éclatée, les pièces sont bien représentées, donc la notice est clairement mieux faite qu'avant. On a déjà aussi disponible des pièces options, donc des carters de diff alu pour le diff avant-arrière. C'est pas utile, honnêtement. Je veux dire, si tu as besoin de carter alu dans tes diffs, c'est que tu fais trop mouliner et qu'ils ont un souci de plastique aussi. Les cales alu que beaucoup m'aiment sur justement donc ces cales options. Sur le Chronos par exemple XTR ou sur les engins où ça a été équipé et que les gens sont allés déchirer quand même, malgré que ce soit une option 70-75 T6. Il y a eu quelques problèmes avec ça. Bien, maintenant on va pouvoir jouer avec la machine. Alors, commençons par la suspension. Suspension de ce que j'ai vu sur les vidéos de German RC Playground, et ben, ça m'a fait plaisir. Et les vidéos de JTRC aussi. La suspette a été faite non pas juste exprès pour les sauts, mais que l'engin soit souple et agréable à conduire pour monsieur tout le monde. On va voir ça. Et ouais. On est bien. Regarde-moi ça. Je vais te... Attends, bouge pas. On va juste fixer la carreau pour qu'elle se casse pas la figure quand on va laisser tomber. On a évidemment les petites bandes en caoutchouc qui tiennent l'éclipse de carreau. Ça, c'est devenu standard maintenant. Ouais. Là, c'est sympa, hein. Évidemment, sur les gros sauts, ça va les taper. C'est pour ça qu'il y a les skis en bas. Et n'oublie pas, si tu durcis trop ta suspension, après, il va être désagréable à rouler dans tout terrain. Ça va être moche de chez moche. Pneumatique. Ça ressemble énormément à des jantes Louise, mais sans le bedlock. On va en démonter une tout à l'heure, on va la peser, voir ce que ça dit. Et niveau gommard, ça n'a pas l'air dégueu du tout. Regarde ça. Il déjante bien. La mousse est bien présente. Le caoutchouc est bien dur. Ça sent bon. Là aussi, j'ai regardé les vidéos. Évidemment, on a un petit ballonnage, mais sans exagérer. Donc, on devrait être pas mal parce qu'il est nécessaire que les pneus puissent ballonner un peu pour les figures. Et il faut juste pas que ça ballonne de trop pour pas perdre la stabilité à haute vitesse. Métallique, les roues auraient pu être un poil plus grandes avec la taille de la carreau, finalement. Donc là, on a les Louise pour que tu aies une comparaison. Ça, ce sont les Louise MFT pour le Traxxas Max. Tu vois, on a bien le même design de jantes. Les écrous sont faits différemment à l'intérieur. Et là, on a un bedlock qu'on n'a pas ici. Son. Ouais, ça c'est proche. Hein, on dirait du Ropex, en fait. Vu la qualité. La chose qui m'inquiète un peu, c'est la barre de Willy qui est complètement rigide et fixée fortement à son ski d'arrière, dont on sait qu'il n'est pas super solide, et relié à la tourelle. Ce genre de truc ne doit pas être rigide. Ça alors, je sais pas. Je sais pas comment leur expliquer. Ils ont essayé encore et encore et encore. Ils ont cassé. Là, ils en ont refait une énième, ça va encore casser. Et pourtant, l'exemple est là. C'est pas compliqué. Hein, il faut que ça soit flex. La roulette doit pouvoir se plier vers le bas et vers le haut sur les impacts. Là, ça va pas aller. La qualité de la carreau, ça va. C'est pas mieux que les concurrents, c'est pas pire.
Donc on peut dire qu'on veut mieux. On veut mieux que les concurrents. On veut des carreaux un peu plus solides. Très bon choix de Coralie d'avoir fait ceci. Ils ont mis la tourelle jusque sous la carreau et ils ont rajouté un bout de mousse. Donc ça, c'est une dédicace spéciale à un gars qui croyait que quand je disais l'idéal c'est de mettre un bout de mousse entre le diff central et le toit, un bout de mousse dur et ferme comme ça, pour que quand tu te retournes, ça puisse absorber le choc. Le gars, lui, il croyait qu'on remplissait la voiture de mousse et que du coup l'électronique allait brûler parce que l'air n'arriverait plus à l'électronique. Chapeau mon gars, chapeau. Donc, on a bien le toit qui bute là-dessus, ce qui augmente évidemment grandement la durée de vie. C'est clair. Le moteur 42-68, il y a de la place pour un 74, il y a de la place. Là derrière, on a un porte-gobelet. Moi je suis pas allé voir à quoi ça sert, il y en a sûrement qui vont me dire à quoi ça sert, c'est peut-être pour mettre le GPS, mais quoi que non, ils ont prévu un support annexe pour mettre le GPS. Le Vario Max 10 RTR, donc le cerveau qui fait une vingtaine de kilos et les boîtes, la boîte radio intégrée. Ce qu'ils ont modifié ici par rapport au buggy, c'est que, à l'image de Techno RC, les côtés caisses intègrent l'électronique. Donc de ce côté, tu as la boîte radio et le cerveau qui sont fixés avec toute la bavette latérale, et de ce côté, tu as le Vario et la lipo. Donc quand tu démontes pour l'entretien, tu enlèves 4 vis par côté ici des bacs. Donc là, tu as encore 2 qui sont sous le Vario, a priori, ouais. Et ces deux-là sous le bac lipo. Les 4 du cerveau. Et tu dois pouvoir enlever tout ton électronique facilement pour pouvoir nettoyer ta caisse. Il y a un truc qui m'intrigue. Ah bah non. En fait, ça va pas aussi bien que ça, les gars. On parlera de l'accès mécanique tout à l'heure. Mais non. Les nouvelles noix en acier bruni. Les cardans, par contre, on ne sait pas si ce sont les nouveaux ou si ce sont toujours les mêmes. Je rappelle donc le problème de ces cardans sur les versions longues, donc Chronos, Punisher et compagnie, c'est que les cardans se plient et restent pliés. On a des dogbones à l'arrière, des CVD devant. Il y a les options CVD pour mettre à l'arrière. On a des biellettes réglables sur la machine. Ça c'est cool. Les traîneaux de suspension ont bien l'air d'être les mêmes et aussi de la même matière que ceux du buggy. Quoique, ça a l'air méchamment flexible du coup. À voir. Et ces fameux skid plates énormes, tu vois, mais qui ont quand même des défauts. Et ces défauts, c'est ça. Ces gros coins qui dépassent, là, c'est un endroit où on va accrocher et on va arracher ce skid. Et c'est embêtant parce que le skid tient aussi la roulette en même temps. Et là, tu vois, elle est reliée au bas de la tourelle. Là, ils ont mis un gros axe de 4 ou 5 mm, avec une petite vis pour le maintenir. Ce qui fait que si ça flex, ouais, moyen, je pense qu'il y a moyen de réussir à le sortir, tu vois. Bon, pas très grave, on verra ça sur le terrain. Tu peux tout le remplacer facilement par une grosse vis M4, M5 avec un écrou nil stop gauche-droite. Et venons-en ensuite à l'échafaudage. Alors ça, pour moi, alors sur le papier, quand tu as enlevé les côtés caisses et tout, c'est beau. Quand tu regardes, tu vois tout le bins là, comme ils ont fait ça, ils le présentent bien. Le problème, c'est que regarde maintenant, une fois que tout est dans le véhicule, l'accessibilité aux éléments, quand la saleté va rentrer, tout est coincé. Ton diff est complètement coincé entre le bac lipo et le machin. Je pensais qu'ils avaient fait un cache complet de transmission, et ben non. La transmission est toujours que à moitié fermée. Ce qui fait que tout ce qui rentre et qui va rester dedans à cause de ces bacs va se promener ici dans ton diff central. Donc ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien.
c'est bien de mettre des grosses protections comme ça pour empêcher les choses de rentrer parce que la carreau va dessus, mais par contre tout ce qui rentre va définitivement y rester, va se balader à l'intérieur et à un moment donné ça va passer dedans. Regarde, on a donc les renforts de châssis qui ont été faits autrement cette fois encore. Ils ont une autre forme que celle du buggy. On a en plus donc deux demi-barres en alu, donc c'est du tube creux, qui a reçu des clamps avec une surfixation pour aller sur le haut de la tourelle. Quand tu plies tes tourelles en général, c'est là, c'est pas au milieu. C'est rarement, tu plies rarement comme ça ta tourelle. Généralement, tu la plies à gauche, à droite. N'empêche, bon, ça aide quand même, mais c'est une simple clampe là sur ce tube. Donc, ce qui va se passer en cas de choc, c'est que, tu vois, j'arrive déjà à le tourner. Ça va se déplacer. Ça va se déplacer, l'impact va cisailler le tube. Une fois qu'il sera un peu cisaillé, il va plier aussi. Alors, ça renforce le tout. Mais tu vois, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a du renfort en bas, du renfort en haut, et des pièces rajoutées sur les renforts pour aller jusqu'aux tourelles. On a par contre 4 plots de carreaux absolument énormes. Alors là, ils sont catégorie Arma 8S carrément. Après, avec leur plastique, c'est un peu plus prudent. Évidemment, ils sont réglables en hauteur, ça c'est cool. Donc dans l'ensemble, on est bien compact et bien lourd. On va vite le peser et ensuite on va causer justement de l'accès méca. Alors, ouais, 4,350 kg à vide, ce qui fait qu'avec une batterie 4S, en gros, on arrive à... Ouais, il faut calculer 400-450 grammes, une petite batterie légère. Donc à 4,8 kg en 4S, c'est un peu comme dans le max. Donc n'espère pas avoir des temps de jeu énormes, parce que ça va consommer. Alors pas... Bon, comme il fait une soixantaine de km/h sorti de la boîte, ça peut aller. Ça me paraît un peu juste. Par contre, avec le pignon de 15, pour avoir une vitesse un peu plus sympa, 65-70, c'est vraiment une vitesse sympa. La consommation, évidemment, va monter en flèche, c'est clair. Donc, on va enlever une roue. Parce que je suis curieux de voir ce que pèse une de ces roues. Quand même, par rapport aux Louise. Les écrous de roue sont lisses. Il n'y a pas de rainurage dedans. Et il n'y a pas non plus une goutte de Loctite. Le frein filet de série dessus. Donc, démontez vos roues, mettez du frein filet, remontez vos roues. Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Alors, la roue d'origine 214 grammes, la Louise MFT 244 grammes. Donc, on est encore 30 grammes plus léger que les Louise. Ça, c'est sympa. Coralie n'a pas fait l'erreur de Arma de faire des hexagones trop étroits. Ils ont depuis le début fait des hexagones larges. Arma aussi maintenant fait des hexagones larges. On a le porte-fusée qui est cette pièce ici, communément appelée fusée dans les descriptifs de pièces RC. C'est étrange parce que la fusée, c'est ça, c'est pas très grave, c'est une simple erreur de traduction de l'anglais. Ces porte-fusées qui ont été, donc pour la troisième fois maintenant, renforcées. On va voir ce que ça donne. Les V1, c'était pas solide. Les V2 avaient un souci au niveau du plastique, la jonction, un saut avec le Coralie Radix. Pas très haut, pas très violent, atterri à plat et on s'est retrouvé avec le roulement à l'air libre parce que la fusée s'est éclatée en deux, elle était ouverte, posée par terre. Alors, profitez que les roues sont enlevées pour parler un peu plus en détail aussi de ces choses-là. Ensuite, comme ils ont des problèmes avec les barres de Ackermann qui se plient à la direction, ils en ont mis deux. Tu as une barre en bas avec ta direction et tu as une double barre de Ackermann au-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est super renforcé, ça veut dire qu'une seule ne tient pas et qu'il a fallu trouver une solution de secours. Solution de secours qui rajoute du poids sur la machine. On a une plaque en alu ici qui a été rajoutée par rapport au V1. Parce que sur les V1 c'était uniquement le plastique, ça cassait très vite. Donc là ça a été modifié, la platine super a été modifiée pour accueillir donc ce nouveau super renfort de renfort.
Et tout ça, c'est du poids en plus. Et encore du poids en plus, et encore du poids en plus. Ils ont rajouté aussi maintenant les protections d'amorto ici, qui sont très très souples. Ça va protéger un petit peu, mais vu la qualité du plastique, bon là il y a encore la carreau complète avec, mais je veux dire, sur Buggy et Truggy, ces trucs là je pense pas que ça va tenir vraiment très longtemps. Pare-choc, un grand classique, on a une espèce de... Non, moi ça sert à rien. Alors ils ont fait... Alors là il va falloir m'expliquer, ça j'avais pas capté. Tiens, un anneau ici, mais toutes les autres marques font un anneau, parce que l'anneau bute derrière. Tu vois, il est fixé derrière. Et là en fait... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais l'arracher à la main si je joue avec. C'est quoi le plan? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors celle-là, elle ne me l'avait pas encore faite. Alors là, j'hallucine. Ce pare-choc là ne tient que ici avec 3 vis. Donc tout ce qui tient le pare-choc, c'est cette petite languette là. Il n'est ni fixé derrière, ni renforcé où que ce soit. Et en fait, il ne sert donc absolument totalement à rien. Quand on va taper, il va aller se ramasser dans les amortos. Et il va flinguer la carreau. C'est quoi cette histoire? Mais non. Mais qui c'est qui a dessiné ça? Alors ça c'est nul. Parce que en dessous, regarde, alors tu as le skid. Donc, pour accéder à tes diffs, il faut enlever ton skid plate. Quand tu as enlevé ton skid plate, il faut enlever la cale de train avant. Non, pas la cale de train avant, pardon. Ces deux vis là relient ici le bulkhead de demi-bulkhead avant. Et tu as encore deux vis derrière. Faut enlever, comme chez Arma, un des deux amortos en bas ou en haut, c'est égal. Et d'un côté, la barre stab. Tu fais gaffe à pas paumer les rondelles si jamais tu enlèves la cale de train avant. Coralie utilise partout des petites rondelles comme ça. Parce que je sais pas si ça a été mal calculé au départ au niveau des plastiques. Mais il y a clairement un problème. Du coup, c'est calé de partout, un peu à gauche, à droite, devant, derrière. Alors, si c'était pour niveau compétition, pour faire des réglages, je veux bien, c'est pas un engin de compétition, donc il n'y a pas besoin de réglage d'anthrax avant-arrière, plus ou moins un millimètre ou deux. Il y a des petites cales partout comme ça que tu peux perdre. Ça, je suis pas pour. Il y a une tonne de matos en trop sur la machine qui alourdissent la machine, donc ça sert à rien. C'est bizarre. Donc, on en revient là-dessus. Tu dois enlever ton skid inférieur et ensuite il faut enlever. Ils ont rajouté une espèce de patin au-dessus. Donc il faut enlever 3 vis pour enlever le pare-choc. Parce que si tu n'enlèves pas le pare-choc, tu n'arrives pas à enlever les 2 vis qui sont là derrière. Donc tu te retrouves avec 3 vis. 5, 6, 7, 8, 9. Pour pouvoir atteindre ta cellule. Et ensuite enlever encore les 2 vis de la cellule. Donc 10, 11. Ça ira relativement bien quand même encore. Mais je suis vraiment... franchement, là, je suis scotché. Je te mens pas que si je prends ce truc et que je le tourne comme ça, je te le déchire de là. Tellement c'est pas solide. Alors ils ont mis des supports de LED dedans. Donc là il y a des stickers. Par contre à l'arrière on peut mettre des LED. Regarde, ils ont mis des petits supports pour mettre des LED. Et ce pare-choc aussi ne tient qu'avec 4 petites vis M3 là. Regarde l'épaisseur de ce truc. Ça va mourir. Garanti. C'est impossible que ça tienne, surtout sur un retournement. Regarde ça. Regarde ça, ça va s'arracher. La vis est déjà en train de traverser le plastique, rien que parce que je joue avec. Bref, alors, passons à autre chose. Donc toute cette construction à l'intérieur aussi va poser problème. Parce que, pour enlever le skid, il y a une vis là. Mais cette vis n'a pas de filet dans le châssis. Ils ont mis un écrou nil stop de l'autre côté. L'écrou nil stop est... Regarde bien. L'écrou nil stop, il est là. Donc tu ne peux pas y mettre une clé, ni rien du tout. Alors soit tu enlèves le bac à batterie pour accéder de côté, ou avec une petite pince, ou n'importe quoi, ou tu laisses ton skid en place et tu le tords à moitié pour le mettre de côté pour accéder à la cellule. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est le problème quand tu commences à renforcer des véhicules.
quand tu as un véhicule qui a un problème de base et que tu te décides à ne pas le redessiner mais à sauver les meubles, tu te retrouves avec ce genre de problème. Donc ça c'est un peu dommage. Les côtés caisse, je vous ai dit avant, je pensais justement à un accès rapide comme chez Techno où tu enlèves en fait tes côtés caisse et tout vient avec. Eh ben non, parce que figurez-vous qu'ils ont mis les vis par en haut et pas par en bas. Tu vois là où sont les vis? Et ben résultat, tu n'accèdes pas aux vis. Il faut ouvrir la boîte radio. Pour ouvrir la boîte radio, ben faut enlever le palonnier de cerveau parce qu'il y en a une qui est là. Il y a une vis là devant. Il y en a une là. Il y en a une sous le moteur. Mais le moteur, lui, est monté sur un patin pour glisser de côté. Donc il faut enlever la tourelle centrale pour pouvoir enlever ce cache, parce que les vis de ce cache sont là, pour pouvoir glisser le moteur de côté. Et quoi? Et ensuite quoi? Il ne peut pas glisser de côté parce qu'il touche là, mais tu peux pas enlever le côté caisse parce que la vis est sous le moteur. Ah ouais, c'est sûr, c'est un ingénieur Peugeot qui a bossé là-dessus. La vis est en dessous du pignon. Je la vois d'ici, elle est là, à peu près à ce niveau-là. Donc effectivement, il faut démonter toute la tourelle pour réussir à enlever le cache, pour desserrer le moteur, pour le forcer de côté et tirer le plastique afin de réussir à enlever le reste des vis. De l'autre côté, eh ben, il faut enlever le bac à batterie. Il est à l'intérieur en fait, le bac à batterie. Il ne fait pas partie du côté caisse. Regarde, les vis du côté caisse sont sous le bac à batterie. Donc il faut virer le bac à batterie. Et le câble, regarde, il passe de côté. Ça, c'est une seule pièce. Le câble ici est coincé dedans. Lui, parce qu'il va en dessous ici pour traverser de l'autre côté. Donc en fait, entretien et accès rapide, tu oublies. Échec total. Là, je suis sur le cul. Je pensais qu'ils avaient fait le système de façon à ce que tu puisses déboulonner batterie. Tu débranches là ton moteur. T'enlèves ça. Et le câble, limite, il aurait fallu enlever ça peut-être pour le câble dessus, mais le câble est en dessous. Donc il faut ouvrir la boîte de réception. Pour ça, il faut enlever le palonnier de cerveau. Il faut débrancher le câble, le passer en dessous, enlever le bac à batterie. Une fois que tu enlèves le bac à batterie, tu peux tirer le câble de l'autre côté. Donc soit tu démontes ensuite ton vario et tu le tires dehors et tu laisses tout le truc en place. Mais si tu n'enlèves pas tout ça, tu ne peux pas démonter ton côté caisse. Pareil de l'autre. Donc le diff central, pour l'accès rapide, c'est pareil avec ces nouvelles doubles barres, c'est foiré. Parce qu'il faut enlever les renforts en plus si tu veux pouvoir basculer. Il y a une vis ici à enlever et là tu te dis tu peux basculer la barre, mais non parce qu'elle est maintenue ici. Donc il faut enlever ce renfort ici. Enfin les deux vis du haut pour sortir l'alu et du coup les deux vis ici aussi sur la tourelle. Les deux vis de devant sur la tourelle sont coincées dans les amorteaux. Donc soit tu enlèves les amorteaux pour enlever ces deux vis là, soit tu enlèves les deux vis ici pour enlever le support de carreau pour atteindre ça, pour enlever la barre, x2, puisqu'il faut le faire devant et derrière pour réussir à atteindre le support central, pour réussir à sortir le diff central. Donc avec cette surfabrication, ils ont compliqué tout ce qui s'était donné du mal à faire à accès facile. Pour l'arrière, c'est pareil. Si tu veux enlever la wheelie bar, on va enlever deux vis là, tu peux la laisser en haut. Tu atteins les deux vis supérieures, ok. Et en bas, les deux vis du bas. Il faut enlever les 5 pour enlever ton patin. Lui, c'est bon, il n'y a pas d'écrou ni stop, ça tient avec. Donc, il faut enlever le patin inférieur et les deux vis là pour atteindre le truc, le diff arrière. Donc ça va encore bien. Donc à l'arrière ça va, à l'avant il y a un peu plus à démonter. Le central du coup ça devient, c'est pas compliqué mais plus laborieux. Et l'entretien pour l'électronique est encore pire. Et une fois que tout sera à sa pleine feuille et de trucs, bon chance. Hein?
c'est dommage. En tout cas, c'est pas pour ça que s'il te plaît, tu dois pas le prendre. S'il te plaît, prends-le. Comme dit, pense que c'est pas un engin. Tu vois, le Clio 13 sorti de la boîte, un petit 60, c'est pas un engin. Ils n'ont pas exagéré sur la patate. La suspension est réglée de façon agréable. Et ce qu'on va voir maintenant encore, c'est les diffs. Donc le diff arrière, ça va, il est bien étendu. Le diff avant encore plus. Ouais, ils ont mis la même chose partout quoi. Et le central, ouais, moyen. On va dire que le diff avant et arrière sont pareils, mais le diff central un peu plus dur. Donc, on va voir comment il se comporte full stock. Ensuite, on verra si, oui, on va atteindre les diffs. Donc, on fera l'axe méca à ce moment-là pour atteindre les diffs, pour changer les huiles. Je suis assez partant de durcir le centre et de durcir le diff avant. Parce que lui, il est hyper détendu, ce qui fait que l'engin va vraiment mouliner à la moindre accès dans le virage. Mais, étant donné que c'est pour débutants, ça facilite le pilotage. Et si les pneus ballonnent pas plus que ça, parce qu'ils encaissent, parce que 60 km/h, ils devraient encaisser le ballonnage de 60 km/h, même s'il y en a une au sol, ça devrait le faire. Comme c'est du buggy, ça fait 325 mm d'anthrax. C'est la taille d'un Savage Flux HP. Du nouveau X Flux par exemple aussi. Du coup, c'est un peu plus petit que le nouveau Widemax. Le Widemax était cette taille-là. J'ai un Traxxas Max là. Pour que tu vois un petit peu la taille. Voilà. Alors ce Max, on lui a mis les roues Jetco pour qu'il ait des roues un peu plus petites, pour qu'il soit un peu dans la taille, que tu vois mieux la différence. Moi je préfère le rouler honnêtement avec des roues plus grandes. Moi j'aime les Badlands là-dessus. Des roues de cette taille-là à peu près. Qui lui donnent un peu plus de prestance. Sur le Coralis ça passera bien aussi les Badlands. Bon ça c'est des 0 offset mais je parle celle avec un demi offset. Ça devrait lui passer pas mal. Le Max aussi a le même problème que le Coralie, il est très lourd. Il est très lourd. On est aussi autour des 5 kg équipés. Avantage Coralie, la meilleure électronique. Ils ont un vario plus petit, plus léger qui peut la même chose. Ils ont un moteur plus balèze. Celui du Max, c'est vraiment. Je sais pas ce que ce moteur fait dans le Max. Honnêtement, on ne sait pas. Ce moteur est bien dans le Hoss et dans le Slash, mais il n'a rien à faire dans le Max. Les amortos Traxxas, ceux-là par contre, ils sont bons. Les tiges d'amortos sont vraiment méchamment solides. Les plastiques Traxxas aussi. Mais on est vraiment en regarde kiff-kiff sur les gabarits. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés le faire un petit peu pour taquiner un peu le reste de la gamme comme ça. Ils appellent ça des MT110. C'est basé, là c'est sur de la mécanique de Buggy 1.8. Lui il a carrément la transmission du Erevo dedans. Donc un poil plus solide niveau diff et compagnie, même si là t'auras pas de... Je pense pas que tu auras de soucis ici niveau diff et compagnie. Ce qu'il faudra faire gaffe, c'est les tiges d'amorto de pas les tordre. Le pare-choc, alors là, celui-là, là, franchement, ils m'ont scié là. Alors là, ça m'en bouche un coin. Parce que moi, quand j'ai vu les photos, j'étais persuadé que ça serait fixé là derrière, que l'anneau puisse travailler en compression. Tu vois, là, il est fixé. Tu vois, il faut forcer pour aller rentrer. Il tient, et en traction aussi. Et là, honnêtement, je fais ça, je te déchire le pare-choc de là. Et ils ont fait le même à l'arrière aussi, et les roulettes flexibles. Après, on n'est pas du tout dans le même budget. 650 € le Max ou White Max. En moyenne, on trouve là des Max en promotion à 550. Le Skater chez ProJoyTech, 485 €. Parce que, alors le prix catalogue, il est dans les, je crois, 540-550 €. Mais Projo a dit, bon, c'est quand même un engin qui est plus typé pour un débutant, un jeune. Donc, il a fait, franchement, un geste super sur le budget. Et c'est... Alors, entre Jam Jam qui me disait, ouais, moi j'aimerais bien que tu laisses, tu nous montres ces petites nouveautés Coralie. Et Projo qui a fait un prix d'enfer.
Et ben Mani, il a pris, voilà, il a craqué. Il est là. Donc électronique, vous n'aurez pas de problème. Transmission, il n'y aura pas de problème. Même si ce sont les carlants encore identiques aux anciens, parce que tout simplement, on a, comme je l'ai dit, les bras courts. Et pourquoi tu rebondis comme ça, ouais. Non, c'est bon. On a les bras de suspension courts, donc il y a moins d'effort dessus. On a les barres stab avant-arrière qui sont livrées avec de série aussi. On a la possibilité de le remonter encore un petit peu ici, tu vois, au niveau des réglages. Quand on va le remonter, il va s'assouplir encore un petit peu aussi. Je pense que c'est ce que je vais faire. CMT avec un châssis plat. Pour moi, c'est, comme dit, un buggy, un truggy, un muggy. Il n'y a pas de réduction, de boîte de réduction centrale. Le châssis est pas plus haut au centre que devant derrière. Donc il est moins à l'aise en franchissement que ça. Puisque lui, il n'est pas plus haut devant derrière. Par contre, il est bien plus haut au centre. Et dans le gros tout-terrain, ça joue énormément. Par contre, l'avantage de ce genre de construction, et c'est là justement comme c'est typé pour débutants et compagnie, ou c'est peut-être sympa pour eux aussi, c'est que du coup, tu es plus stable. Et il n'est pas seulement plus stable parce qu'il a le châssis droit en dessous, donc il est un peu moins haut au niveau du montage électronique. Il a en plus les barres stables. Donc, déjà rien que sur le papier, ça a l'air pas dégueu du tout au piloter, puisque c'est basiquement un buggy avec des roues plus larges, donc forcément, il ne pourra que être plus stable. On va donc faire le premier run dans la prairie, tranquille, et ensuite on montera les suspects pour aller dans la forêt, voir ce qui se passe un petit peu avec l'engin. Je me demande si je vais pas tout de suite changer le pignon, parce qu'une VMAX tout juste 60, ça va paraître un peu mou, franchement. De l'autre côté, faut le faire peut-être pour voir l'autonomie. Hein. On fera peut-être un circuit pas très grand, un truc un peu plus de zigzag ou machin. À voir. Pour la carreau, si tu te poses la question, ouais, tu peux prendre plein de carrosseries Elsa RC Body que tu peux mettre là-dessus. Et hop, voilà, look old school. Tu vois, il n'y a aucun souci, ça se monte. Là, on a le système de fixation Traxxas dedans, mais voilà, tu peux percer là-dessus. Si tu as envie de te mettre une barre pour utiliser le système de fixation Traxxas et d'acheter le système de fixation Traxxas en plus, tu as le droit aussi. C'est ça le modélisme, tu peux adapter comme tu as envie. La carreau, regarde, parce que celle-là existe aussi en renforcé. La carreau hyper MT Sport. Voilà. Quand même ça a de la gueule tout de suite. Franchement, tu vois on est bien, donc celle-là existe aussi en renforcé. Si tu as envie de te taper un délire, tu mets une carreau de truggy, tu mets le support d'aileron du buggy et tu laisses l'aileron derrière et tu fais un mini buggy. Hein, genre un Maxi Team Magic E5. Je vais voir si j'ai encore. Je vais mettre ça de côté. Je vais voir si je vous ai encore une carrosserie de Cox qui traîne par là. La carreau du Max, évidemment, si elle te plaît, et ben elle va dessus aussi. Bougez pas, j'arrive. Tu peux faire des trucs qui n'existent pas, c'est du modélisme, tu fais comme tu as envie. Voilà, je vais te faire une petite chimère comme ça. Ça c'est une carreau Proline adaptatif pour Traxxas Revo, version renforcée Alsace. Ça se monte aussi. Si tu préfères un truc dedans, tu peux partir sur du Monster Old School. Il faudra tout simplement, là, évidemment à ce niveau-là, il faudra des plots de carreaux plus longs. C'est pas très dur, hein. Il suffit d'avoir du tube PVC, du jonc plein. Tu peux te transformer ça en ce que tu veux. Il y a
beaucoup de choix. Et du coup, je n'ai plus de coccinelle qui n'est pas déjà installée sur un véhicule ici. Alors attends, on va rapidement démonter la coccinelle de là. Alors, avec le poids de l'engin, je trouve un peu dommage d'avoir mis un moteur en 68 mm. Voilà, regarde ça. La cox lui va à merveille. Il y a juste à monter les plots de carreaux arrière et on est parti en cox, les gars. Mais c'est super ça. Voilà. Tu vois, on n'a plus besoin de chercher. On a le Maxi Monster Beetle. Il y a moyen de refaire une belle carotte cox rouge comme ça et de refaire un Tamiya Monster Beetle digne de ce nom. Pour des performances de nos jours et actuelles. Ouais, ça me plaît cette histoire, ça me plaît. Ça évitera peut-être aussi, je vais voir. De toute façon, je pense aller rouler, on fera l'essai avec une carreau renforcée. Pour la simple et bonne raison de ne pas abîmer la carreau d'origine. Déjà, ensuite, elle n'est pas super jolie. C'est peut-être pour ça qu'on peut la rouler d'office, tu me diras. Ouais. Puis ça m'obligera à rester peut-être un peu tranquille sur la gâchette. On verra ça. Alors, un véhicule avec beaucoup de pour et de contre. J'aime le gabarit. J'aime l'idée de passer le buggy juste avec des roues de MT. C'est pas eux qui l'ont monté, ça existe depuis longtemps. Au Bao, Pirate M1, qui était rebadgé à l'époque chez T2M. C'était le même principe, sauf qu'à l'époque, eux, ils avaient mis des roues démentielles. Chez Bao, ils avaient fait ça. Offset de 1. Tu vois, ils t'ont collé ça dessus, avec une carotte pick-up, et ils sont partis, ils ont fait un Monster. Donc là, c'est un engin peut-être un peu plus entre, un peu plus sport. J'aime le setup de Suspect. Les diffs, c'est peut-être un peu tendre, surtout l'avant, à voir en roulant après. Lourd pour ce que c'est. 4 kg, donc 700, 4 kg 800 avec une grosse 4S dedans, là ça pèse, c'est vraiment le poids des engins 1/8 plus gros. Peut-être un poil sous-motorisé du coup, comme dit, mais c'est pas forcément plus mal pour les débutants. Et que moi je suis pas fan chez Coralie, donc définitivement c'est la qualité des plastiques encore. Donc la roulette derrière, beaucoup trop rigide, elle va casser, les skids ils vont casser, et ce qui m'inquiète le plus, c'est ce pare-choc avant. Je suis sur le cul. Vraiment, mais qui a fait ça? C'est un truc de dingue. Ce pare-choc ne sert à rien du tout. Et il va aller carrément taper dans les amortos. Enfin, c'est bizarre. Évidemment, le fait d'avoir tout renforcé à l'intérieur, ça le solidifie à mort, mais ajoute un gros problème de poids, d'encombrement, et l'accessibilité mécanique devient délirante avec toutes ces pièces en adjonction. La double barre de Ackerman, comme dit, une seule barre de bonne qualité suffit, pour qu'on mette deux. Et les côtés caisses qui ne sont pas démontables par le dessous pour pouvoir accéder rapidement à l'électronique. Alors, j'étais vraiment, sérieusement, j'étais persuadé qu'ils avaient fait par en dessous. Pour que ça soit aussi simple à démonter qu'un Techno RC, et ben, échec total. Mais bon, on va y laisser une chance. Comme dit, il y en a plein qui sont contents avec, et tant mieux. Et je suis certain que quand j'aurai roulé avec, je serai content aussi. Et pour ce qui est des réglages, donc comme dit, si je change l'huile, on le fera ensemble. Pignon moteur, ouais, là il y a fort à parier quand même qu'on y fasse. Hein. 60 à l'heure tout juste à peine. Ceux qui en ont un, les mecs, vous nous écrivez sous la vidéo pourquoi vous l'avez acheté, ce qui vous plaît pas.
ce que vous avez ressenti au départ avant de rouler. Comme moi là, tu vois, moi je suis sceptique avec ce pare-choc. L'axe méca, les côtés caisse, tout ça, je trouve ça trop. Le suréchafaudage à l'intérieur, délirant quand on va devoir entretenir. Mais ensuite on va le rouler. En roulant, on verra si ce que je pense niveau sensation de conduite s'avère être bien. C'est la suspension a l'air franchement agréable et souple. Même si les diffs sont un peu trop détendus, on sera à l'aise avec. On va voir, je pense que dans la forêt, il sera vraiment bien à l'aise ce petit machin. Ça devrait être pas mal. Et donc si vous avez eu des casses, n'oubliez pas de dire pourquoi. Hein. Faut pas que je dise ouais, j'ai cassé ci et ça, il faut nous dire pourquoi. Parce que bah, t'as tenté un backflip, t'as loupé, il y avait un rebord en béton. Est-ce que la pièce a lâché en pleine ligne droite? Ça arrive aussi, hein. Ça nous arrive aussi. En pleine ligne droite comme ça, j'ai tapé un poteau, à peine à fond la caisse et, et la voiture est partie en morceaux. C'est incompréhensible. Euh, Si vous avez tordu de ces biellettes là, ou pas, si vous avez eu des carnons qui se sont voilés, restez voilés. Euh, les noirs en acier bruni, ben forcément c'est plus balèze qu'avant, donc de ce côté-là on n'aura plus de soucis. Je veux tout savoir. Tout simplement. On ne fera pas les C3S, parce que s'il fait 60 à l'heure à peine, enfin 59 km/h sorti de la boîte en 4S, c'est pas la peine que j'aille y mettre une 3S. Alors beaucoup de gens vont dire ouais mais je mets une 3S pour le petit, comme ça il roule plus cool. N'oubliez pas que si vous mettez une 3S, par contre il va tirer plus de jus sur la 3S et que l'autonomie avec une 3S 5000 sera plus courte qu'avec une 4S 5000. Il vaut mieux mettre une 4S 5 bridée qu'une 3S et tirer fort sur la batterie. C'est comme dans le max, hein, je suis pas du tout pour ça. C'est beaucoup mieux de mettre une grosse lipo et de brider les perfs de la machine pour tirer moins sur le matos. Ouais. Je suis un peu entre deux, comme dit. Il y a plein de choses qui me plaisent, mais il y a des choses qui viennent enfin, qu'on sait déjà depuis le début, comme dit, et en injonction de ça, il y a des petites surprises comme ça, là, qui sont... ah bon? Sérieusement, ils ont fait ça? Et ça les perturbe pas, les mecs, hein, c'est ça le pire. Le gars, il s'est pas dit... C'est comme fixer un rétroviseur sur le toit, tu vois. Si là, je mettais une languette avec un rétroviseur fixé sur le toit, ça serait pour moi aussi bête que ça. Salut les mecs.